Bienvenue sur Estimez-vous, le podcast pour ceux qui cherchent à accompagner en conscience la génération de demain, mais qui trop souvent oublient qu'ils sont la génération d'aujourd'hui. Estimez-vous, c'est une discussion authentique et bienveillante qui cherche à nous relier à l'enfant qui vit à l'intérieur de nous. Parce qu'il est toujours temps de venir planter des graines d'amour de soi. Moi, c'est Christelle. Et si je devais me présenter à vous en quelques mots, je vous dirais que je suis une personne passionnée, qui s'est donnée pour mission de permettre à ceux qui l'entourent de vivre en harmonie et en accord avec leurs valeurs. Maman de 2 petites têtes blondes, professionnelle de l'hypnose et de la nutrition, au quotidien, j'accompagne des personnes qui ont choisi d'aller mieux. Et à travers ce podcast, j'avais à cœur de rassembler le village, dont nous aurions bien besoin pour venir à bout de cette mission. Alors sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Salut Cécilia, merci d'avoir accepté de venir témoigner et discuter avec moi sur ce podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour commencer, je vais te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent. Alors, je suis Cécilia, je travaille sous le pseudo Célanie. Je suis illustratrice et je suis maman de 4 enfants. Et je suis complètement passionnée de dessin et passionnée par ma maternité. Et j'avais très envie d'allier les deux et c'est comme ça que je me suis mise au dessin en tout cas. Ok. Tu nous dis du coup maman de 4 enfants. Est-ce quel âge ils ont aujourd'hui? Mon aîné va avoir 13 ans. Ensuite, j'ai un garçon de 10 ans, un autre de 8 ans et une petite dernière qui a 5 ans. Ok, merci. Et du coup, si tu devais te définir, si je te demandais quel type de maman est-ce que tu es, qu'est-ce que tu me répondrais? Maman poule. Ok. Maman poule ou maman psychopathe, à voir. Ok, les deux, c'est la même définition? Je sais pas trop maman poule parce que je les protège beaucoup, maman psychopathe parce que j'ai pas trop confiance aux gens. Ok. Je sais pas, plus ils grandissent et plus je lâche du lest parce que je les sens capables en fait de poser leurs limites, je mets des gros guillemets sur se défendre, mais en tout cas exprimer ce dont ils ont besoin ou ce qui peut les déranger. Ok. Et en fait, avant cet âge-là, c'est moi qui ai ce rôle-là de les protéger du monde et jusqu'à ce qu'ils soient capables de voler tout seuls, tu vois. Ouais, ok. Il y a ce besoin de protection. On pourra en reparler parce que du coup, une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité que tu sois là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un livre qui sort, un livre qui est particulier, parce qu'il résonne particulièrement avec ce podcast. Il fait résonance pour moi, même si voilà, nombre de tes ouvrages auraient pu faire venir aujourd'hui. Celui-ci, il est particulièrement important pour moi. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, c'est une BD qui s'appelle Maman, Maman, Maman. Pour le coup, c'est le premier livre, parce que tu parlais d'autres ouvrages, c'est le premier livre qui s'adresse aux adultes. Avant, je fais toujours, mais c'était des livres jeunesse. Donc celui-ci, c'est vrai que il est particulier parce qu'on se parle de maman à maman et de cœur à cœur. Et c'est une BD qui parle de l'épuisement maternel. Et voilà. Et qu'est-ce qui a fait que t'en es venue à illustrer et écrire? Parce que oui, celle-là, effectivement, c'est ton ouvrage. Souvent, tu parlais d'illustration tout à l'heure, mais celui-ci, tu l'as complètement écrit. Qu'est-ce qui fait que t'en arrives à faire une BD sur l'épuisement maternel? Alors, comme je te disais, j'ai voulu allier mes deux passions qui sont mes enfants et le dessin. Et c'est mes enfants qui m'ont ramené au dessin, parce que j'ai commencé par illustrer sur Instagram. C'est comme ça que j'ai commencé, avant même de me dire c'est mon métier. J'ai illustré mes anecdotes de vie de maman en me disant c'est dur, mais autant qu'on en rigole. Et j'ai vu que ça faisait vraiment écho avec les autres et que j'étais pas toute seule. Et je me suis dit mais ça fait du bien en fait de dire qu'on n'est pas toute seule et de se dire que on galère, mais que en fait je vais pas dire c'est la vie comme c'était une fatalité, mais en tout cas ça fait pas de nous une mauvaise maman. Et j'ai toujours eu besoin de donner du sens à mon travail en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai fait pas mal de livres jeunesse, je les ai illustrés, ensuite j'en ai écrit. Et si tu veux, moi je me disais j'ai pas le niveau, je suis pas capable de faire de la BD.
Ok. Jusqu'à ce que j'aille en festival, donc au Festival de la BD d'Angoulême, qui est le plus gros festival en France, et qui est vraiment passionnant. Et là, j'ai découvert qu'en fait, la BD, il y avait tous les styles, on pouvait parler de tout. Parce que pour moi, si tu veux, la BD, c'était Boule et Bill. J'adore, hein. Quand j'étais petite, je lisais vraiment ce type de BD. Mais je me voyais pas faire de la BD parce que, enfin, moi, c'est pas quelque chose qui me parle en tant qu'artiste. Et j'ai découvert à Angoulême, en fait, qu'on pouvait traiter de sujets très profonds. Et là, je me suis dit, waouh, non seulement on peut parler de choses super intéressantes, donc c'est là que je me suis véritablement intéressée à la BD en tant que lectrice. Et je me suis dit, bah, peut-être que j'en suis capable finalement, et peut-être que j'ai des choses à dire. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, j'avais pas mal de colère. Enfin, c'était pas très sain, hein, mais j'avais pas mal de colère vis-à-vis des réseaux sociaux, de l'influence, de la mère parfaite. Je m'étais sentie très culpabilisée par rapport à ça. Et je m'étais dit, ben moi, je le fais déjà sur Instagram en essayant de déculpabiliser, justement, d'amener quelque chose de joyeux, de léger et déculpabilisant. Et je me suis dit, ben j'ai envie d'en faire quelque chose de plus profond. Et si tu veux, mon burn-out, c'était il y a 10 ans maintenant. Ça a commencé il y a 10 ans, en tout cas. Du coup, à la naissance du deuxième? Pardon, je te coupe. À la naissance du deuxième. Oui, c'est ça, la naissance du deuxième. Et ça a duré jusqu'au 1 an du troisième. Donc, tu vois, ça m'a duré bien 3 années. Ok. Sans que je sache ce qui m'arrivait, en fait. Hein. C'est ça le pire. Je ne savais pas ce qui se passait pour moi. C'était... de toute façon, j'étais en train de survivre. Donc, j'avais pas la capacité de prendre du recul sur ça. Et là, après 10 ans, je me suis dit... Enfin, là, ça fait 10 ans. Hein, donc là, c'était un petit peu en arrière. Ça faisait 8 ans. 8-9 ans. Et je me suis dit, maintenant, j'ai le recul pour en parler. Et puis, surtout, j'ai compris ce qui m'est arrivé. Et maintenant, tu sais, j'ai presque ce devoir d'en faire quelque chose de positif. C'est chouette de se dire, ouais, j'ai traversé moi un moment difficile. Aujourd'hui, j'arrive à l'analyser et je vais pouvoir, aider peut-être d'autres à comprendre, à mettre des mots plus vite. Parce que tu nous dis, voilà, ça a duré un moment avant que je comprenne ce qui m'arrivait. Ouais, déjà parce que comme je te disais, j'avais pas de recul sur ma situation. Et ensuite parce que c'était hyper tabou. Et si j'ai compris beaucoup plus tard, c'est parce que aussi la parole a commencé à se libérer à ce sujet. J'ai entendu le mot burn-out. Si tu veux, je me reconnaissais pas dans tout ce qui est dépression postpartum. Je sentais qu'il y avait un truc commun, mais vraiment le burn-out, c'est quelque chose d'encore différent. Et je l'ai découvert que plus tard. Et je me suis dit, mais faut en parler en fait. Faut en parler. Okay. C'est trop tabou. Ouais. Et donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. C'est un devoir, quoi. Un besoin même. Bah merci, parce que je partage, tu le sais, ton avis. Hein, ce podcast, il est né pour partager à la fois des choses positives, mais il était surtout né du désir de parler du burn-out maternel. Et tu sais, moi, quand j'ai fait cette BD, au début, j'étais en colère par pas mal de choses, par l'influence des réseaux sociaux, par le fait que mon mari ne prenne pas autant de charges que moi et et c'est même pas qu'ils prennent pas autant de charges de moi, c'est qu'ils s'investissent pas. Enfin, j'étais tellement à 2000% dans ma maternité que je comprenais pas que quelqu'un d'autre ne fasse pas pareil. Et en fait, en écrivant cette BD, même si j'avais le recul et tout, et que je me suis dit c'est bon, je suis prête, j'ai compris tellement d'autres choses. Et tu vois, parce qu'en fait, j'ai fait une scène et je l'ai montré à mon mari et il m'a dit mais tu vas pas mettre tout sur le dos. Et je dis bien sûr que si. C'est totalement ta faute. Et en fait, c'est là qu'on a pu bien discuter, tu vois, c'était pendant le premier confinement, donc en plus t'as pas le choix, t'es en tête à tête, faut discuter. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que bien sûr qu'il a sa part de responsabilité, mais en fait, bien sûr qu'il y a la pression des réseaux sociaux, mais en fait pas seulement, tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le patriarcat en général, et c'est Clémentine Sarlat qui en parle très bien, qui parle de burn-out patriarcal. Et en fait, oui, parce que je me suis rendu compte qu'il y a l'exemple de ma mère elle-même est victime de l'exemple qu'elle a de la société. Et je me suis dit, il y a beaucoup de choses comme ça aussi. Moi, le fait de pas laisser la place, et c'est là, je me suis dit, c'est multifactoriel. Et comme tu le dis si bien, il y a plusieurs causes en fait. Ouais, je crois que c'est important ce que tu dis. C'est ça, de rappeler que c'est pas une chose qui est responsable d'eux, parce que effectivement il y a plein de mères qui vivront aussi dans ce monde patriarcal et qui pourtant ne feront pas de burn-out, et tant mieux. Tant mieux, mais voilà, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui rentrent en cause.
Et c'est pour ça que moi, j'avais envie de te demander, de te parler, voilà, on est là pour parler de ce livre qui illustre et qui donnera des graines, je suis sûre, qui aidera à certaines prises de conscience et certaines compréhensions, et ça fait du bien, en fait. Juste comme tu le disais, de le lire. Moi, je le lis aussi, j'ai traversé aussi ce moment difficile quand ma deuxième était toute petite. Et en fait, le lire même a posteriori, en fait, m'a fait un bien fou, en fait, m'a juste... Et comme venu encore une fois refaire un gros câlin en fait et me dire encore une fois waouh, c'est bon, c'était alors je sais pas si normal est le terme, mais c'était légitime ce que tu vivais, c'était là et tu l'as vraiment vécu, et tout va bien aussi parce que moi c'était pas rien. Et c'était pas rien, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'était pas rien en fait. Déjà t'es pas la seule comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. Ça arrive à d'autres. Et c'était pas rien, ouais, en fait. Ça légitime, et je trouve que c'est hyper important de légitimer, en fait, de se dire, ouais, vous galérez. Et en fait, moi, si tu veux aussi, la volonté de faire cette BD, c'est que quand j'avais pas analysé le truc, mais quand j'étais en burn-out, il y a une phrase que je disais tout le temps, c'est, il n'y a pas de mots qui sont assez grands et assez forts pour décrire ce que je ressens. Personne peut comprendre, tellement que je peux te dire n'importe quel mot, l'épuisement, être vidé, machin, c'est pas assez fort. Je peux pas, c'est plus que ça. Et quand j'ai fait cette BD, je me suis vraiment dit, alors ok, on va mettre les mots, on va mettre les images, on va mettre le contexte, parce qu'en fait, quand tu dis à quelqu'un, je suis fatiguée, j'en peux plus, bah oui, il peut pas comprendre, parce qu'en fait, c'est pas juste là, t'es fatiguée, c'est qu'il y a tellement de choses derrière. Et cette BD, c'était pour remettre le contexte, en fait, et je trouve qu'on peut tellement mieux comprendre la situation de la personne quand on voit tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que dans cette BD, tu vois, moi, je suis pas professionnelle du sujet. Et je prétends pas l'être, donc je peux pas te parler vraiment des causes du burn-out, nanani, nanana. Il y a des pros qui le font très bien. Mais je me disais, c'est important de mettre en lumière certaines choses, et après, chacun est libre d'aller creuser. Ouais. Et c'est ça, de se dire, on regarde ça, et qu'est-ce que vous en faites, quoi? Est-ce que ça résonne chez vous? J'ai beaucoup aimé ce que tu disais là. On peut pas le décrire avec des mots. Enfin, ouais, ça fait écho en moi, vraiment, de dire, bah oui, parce que quand on dit je suis fatiguée, ouais, mais à la fois, en même temps, c'est ça, je suis fatiguée physiquement, mais je me sens surtout émotionnellement fatiguée, et puis même dire ça veut dire quoi, en fait, du coup, ouais, j'ai plus les ressources, et en fait, c'est là aussi où c'est bien ça fait du bien de se dire, bah putain, il y a quelqu'un qui a vécu ça, et ouais, ça change pas la situation, parce que cette personne qui a vécu ça, elle peut pas être au quotidien à m'aider, mais en fait, ah bah toi tu me comprends, en fait. C'est non pas que c'est genre le clan des burn-outés, tu vois, mais de se dire, ah ouais, enfin ok, je suis pas folle, en fait, déjà, peut-être, et on se comprend, en fait, et c'est dur, et c'est bizarre de dire ça, mais c'est un peu comme ça, on se soutient, quoi. On se comprend. Et par contre, je veux pas exclure toutes les autres mamans, parce que je pense que dans cette BD, toutes les autres mamans peuvent se reconnaître, parce que même si le burn-out, c'est vraiment quand on est allé trop loin. C'est la finalité d'un truc, mais ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, je pense qu'en tant que maman, et même maintenant, moi je suis plus du tout dans le burn-out, mais on est tout le temps en train de chercher le juste équilibre. Et c'est pour ça qu'en fait, même une maman qui fait pas de burn-out, il y a forcément, je peux pas croire que personne se reconnaît dans cette BD. Parce qu'en fait, en tant que mère, il y a toujours des moments où on n'en peut plus, et je souhaite à tout le monde que ça ne dure que 5 minutes et qu'on puisse tout de suite passer le relais. Mais en fait, c'est aussi le rôle de mère, et émotionnellement et physiquement, il prend beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, cette BD, le but, c'est pas de dire, oh, c'est super dur, nanana, mais c'est d'amener de l'espoir, en fait, et de dire qu'on va y arriver. C'est difficile, mais on va y arriver, et puis on est toutes des super mamans, et ouais, non, mais c'est super. Effectivement, ça finit aussi sur cet espoir, et sur comment m'a dit voit comment elle va s'en sortir, en fait. Donc ça, c'est important aussi de dire, voilà, on passe par là, et puis toi, tu le dis, voilà, ça a duré 3 ans, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai plus le sentiment d'être dedans. Et ce que tu dis, c'est le juste équilibre, là, je trouve ça intéressant, parce que, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, moi, je suis passée par là, quand ma petite était bébé, ma deuxième était bébé, et en même temps, parfois, quand j'en parle, je dis, moi, j'ai frôlé. C'est-à-dire que je n'arrive pas à savoir si j'ai mis le pied dedans ou pas. Parfois je me dis dur, si, mais en même temps j'ai retrouvé assez rapidement, peut-être par rapport à d'autres, mon équilibre. Donc parfois je dis ok, est-ce que j'ai mis juste un pied dedans, ou est-ce que j'ai mis les 2 pieds dedans, mais j'ai juste réussi à sortir rapidement. Voilà, peu importe, en fait, peu importe que peu importe, oui.
comme tu le dis, peu importe que certaines aient le sentiment d'en faire un ou pas, je crois que c'est important d'en avoir conscience pour se dire, ok, là, je suis en train de pencher du mauvais côté, en fait. Je suis en train d'aller vers, et peut-être c'est pas ça que j'ai pas envie de couler, comme c'est dans cette image, d'ailleurs, tu l'as partagée déjà sur les réseaux, mais je la trouve assez juste, ce moment où Maddy est complètement sous l'eau, là, et où on a l'impression qu'elle est en train de se noyer, bah, c'est ça, ce sentiment-là, en fait. À un moment, Ce sentiment-là. Et voilà, donc comme je disais, je suis pas professionnelle, mais en fait, moi, j'ai l'impression que moi, quand je suis en burn-out, c'est quand en fait, je ne suis pas celle que j'ai envie d'être. En fait, c'est plus moi. J'ai perdu le contrôle d'un truc. Là, je suis plus moi-même. Donc c'est que c'est trop et que c'est qu'il faut rééquilibrer. Et en effet, moi, ça a duré super longtemps, mais je ne sais pas quelle est la moyenne d'un burn-out. D'ailleurs, je sais pas, c'est pas mon domaine. Mais ouais, je pense que ça peut aussi tout aussi bien durer quelques temps. Et tu parles de frôler le burn-out. C'est vrai que moi, depuis que vraiment je me suis rendu compte qu'il y a eu cette période-là, régulièrement, j'ai l'impression de le frôler. Mais comme je connais beaucoup plus, bah déjà j'ai pris du recul maintenant. J'ai lâché prise. Mes enfants grandissent aussi, je pense que ça y fait. Mais du coup, maintenant, je me dis, ah là, je suis en bascule du mauvais côté, ça va pas le faire. Et je sais qu'il faut que je dorme ou. Mais c'est facile à dire parce que j'ai des enfants. Et tu vois, il y a un truc aussi, une question que je me posais. Je me disais, si aujourd'hui je refais un bébé, ce qui n'est pas du tout prévu. Je ne veux plus d'enfants. Mais je me disais, est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes mes connaissances et mon recul, je serais capable de faire différemment? Bah, tu sais quoi, je sais même pas. Je serais capable de tout refaire pareil et de tout redonner pour mon enfant et à nouveau m'oublier. Et c'est pour ça que je pense pas qu'il y a des solutions. Enfin, comment dire? C'est pas si facile en fait. C'est pas parce que tu sais que tu vas pas le faire. Ouais. Mais en tout cas, maintenant, je sais reconnaître les signes. Et peut-être que j'essayerai de faire différemment. C'est-à-dire que j'y arriverai. Hein, mais... Est-ce que tu saurais dire d'ailleurs avec du recul, puisque maintenant tu analyses ce qui s'est passé, pourquoi t'as sombré à ce moment-là sur la naissance de ton deuxième? Pourquoi par exemple, puisque tu nous as dit voilà ça a duré un peu, qu'est-ce qui fait qu'à la naissance de ta quatrième, tu n'as pas sombré justement? Alors il y a plusieurs choses. Ouais, j'ai analysé plein de choses, même comment j'en suis sortie. Vraiment, ça a été très radical d'ailleurs. Mon deuxième, en fait, mon premier. Alors, on va parler de mon premier d'abord. Ouais. C'est un enfant, je fais des gros guillemets, mais en rigolant, on l'appelait un enfant meuble. C'est-à-dire que tu le prenais, tu le posais, il ne bougeait pas, il pouvait faire partie des meubles. Il était d'une facilité, il avait pas des gros besoins, il était, j'aime pas dire trop facile parce que ça veut dire qu'il y a des enfants plus difficiles, mais il était, pour une jeune maman, avoir un enfant comme ça, c'est quand même assez confortable de commencer la maternité comme ça. Mais du coup, ça biaise totalement la vision réelle de la maternité. Et j'ai eu en numéro 2 un bébé aux besoins intenses que je ne pouvais pas poser 3 secondes. Il a eu aussi un reflux interne. Donc j'ai dormi les premiers mois assise avec mon bébé assis sur moi. Je ne pouvais pas passer le relais parce que cet enfant ne voulait que moi. Il tétait 10 fois par nuit. Enfin, c'était très, très, très intense. Et t'as cet enfant-là qui est pas bien. Et tu sais qu'il fait pas ça pour t'embêter. Donc toi, t'as pas le choix que de répondre. Tu fais tout pour ton enfant pour qu'il se sente bien et tu peux même pas être en colère contre lui parce que ce pauvre petit bébé, il fait ce qu'il peut, quoi. Et donc, j'ai répondu à chacun de ses besoins. Je l'ai pas laissé pleurer. Je lui ai donné tout ce dont a besoin un bébé parce que maternage, j'entends parler du maternage partout et je suis profondément convaincue par le maternage. Sauf que au détriment de moi-même. Et c'est là où j'ai mal jaugé, c'est que tout donner à son bébé, mais si toi tu prends pas soin de toi, bah au bout d'un moment tu peux plus, c'est pas possible. Quand il y a plus de batterie, il y a plus de batterie. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais pu faire différemment pour ce bébé, tu penses? Parce que tu me disais tout à l'heure, je crois que si j'en avais un autre, il se passerait peut-être la même chose. Ben je sais pas justement en fait, je sais pas si j'y arriverai parce que là c'est pour le coup c'est les besoins du bébé qui étaient très très forts et c'est pour ça que je te dis je l'ai pas fait pour les autres mais du coup je pourrais t'expliquer pourquoi. Mais en fait si j'avais un enfant comme ça, oui possiblement je pourrais refaire un burn-out. Ouais. Parce que en plus cet enfant-là il ne voulait que moi donc même son père je pouvais lui donner, il pouvait le gérer mais en fait quand t'entends un enfant qui hurle alors le papa il peut prendre le relais mais si toi t'essaies de dormir et que l'enfant il hurle de toute façon t'es pas bien quoi. Enfin ouais. Tu peux pas quoi. C'est compliqué. C'est pour ça que je disais, c'est à beau savoir. Après, il y a tellement de circonstances qui peuvent faire que t'es dans le burn-out. Et du coup, cet enfant-là en dépit de son besoin très très fort d'être avec moi tout le temps, il s'est autonomisé très très vite. C'est-à-dire qu'à 9 mois, il marchait. Et allez, salut, ciao.
Donc comme quoi répondre aux besoins des enfants, hein, ça veut pas dire que t'en fais des enfants complètement collés à toi. C'est un enfant qui est très indépendant. Et on a eu un petit moment de flottement où on s'est dit oh trop cool, tout est devenu tellement plus facile maintenant. Et donc retomber enceinte quand t'es vraiment en train de ressortir la tête de l'eau, bah tu recoules. Et là je me suis retrouvée avec un bébé qui est devenu jaloux du troisième bébé. Donc j'ai dû gérer vraiment ça, plus un bébé qui reste un bébé, plus mon grand enfin bon, bref, ça a été le bazar et je me suis retrouvée donc avec 3 garçons. J'étais en appartement, je faisais tous les trajets d'école tout le temps, je ne dormais pas la nuit parce qu'avec un bébé, bon bah tu dors rarement la nuit. Et en fait, là ce que j'ai fait en faisant un troisième enfant, bien sûr je le regrette pas, mais ce que j'ai fait c'est que en fait je me suis remise dans la gestion d'un bébé là où j'avais besoin de dormir en fait. C'est juste dormir, fallait dormir, je devais dormir. Et ce qui a fait que je suis sortie du burn-out, c'est que j'ai déménagé, tout simplement. J'ai changé de région, enfin on a changé de région, et je suis partie vivre en maison. Et ça semble être rien, mais en fait quand tu passes d'un logement où il y a 2 étages et qu'à chaque fois faut porter tous tes enfants, un dans le dos, un dans la poussette, un devant, marcher 20 minutes pour aller à l'école, y aller, revenir, faire le ménage, repartir, nanani, ça te fait un rythme fou. Et là en maison, plus si tu veux les sortir, faut te charger, descendre, j'avais pas la voiture en bas, marcher jusqu'à la voiture, tout était une mission en fait, tu vois. Et en maison, si tu veux, quand les enfants ils pètent un plomb parce qu'ils ont besoin de se défouler, c'est des enfants quoi, tu ouvres la fenêtre, ils jouent dans le jardin et tu les regardes depuis ton canapé, coucou les enfants. Et tu vois, niveau énergie, ça n'a plus rien à voir parce qu'en fait, chacun peut être à son rythme. Eux, ils ont besoin de se défouler, donc ils ont de l'espace, ils ont le jardin. Si toi t'es pas motivé pour faire une grosse sortie, et toi t'as pas besoin de déployer une énergie de fou pour les surveiller parce qu'il y a des voitures dehors, parce qu'il y a 1000 trucs à gérer. Parce qu'il y en a un qui a envie d'aller aux toilettes, mais toi, t'as 3 enfants, donc faut amener les 3. Enfin, tu vois, c'est du délire de gérer des enfants en extérieur. Et je me suis retrouvée avec le bus qui prenait mes enfants devant la maison, les enfants qui mangeaient à la cantine. Donc en fait, tout est devenu tellement plus facile dans ma vie. Et ça m'a permis de ralentir en fait. Juste ralentir et passer le relais. Et comme je te disais, je suis un peu psychopathe. J'ai pas trop confiance aux gens. Mais ça se passait relativement bien à l'école. Ils ont tous aimé l'école, ça j'ai de la chance. Et du coup, bah, j'étais en confiance. Donc ils allaient à l'école, ils étaient bien à l'école. Moi, ça me permettait de souffler. Et je récupérais mes enfants le soir et je courais pas toute la journée en fait. Et ça a été vraiment, ça m'a sauvée en fait. C'est rigolo parce que quand tu décris ta vie en appartement, tu parles de cette fatigue physique à les porter et tout, et on sent aussi effectivement cette fatigue émotionnelle, c'est-à-dire la peur. Tu parles des voitures et en fait du coup t'avais peur et du coup enfin voilà, c'est tout le temps sur le qui-vive quoi. Enfin c'est épuisant ça aussi d'être. Tu dis voilà, de toute façon j'ai pas trop confiance, donc ça nécessite d'avoir une attention très 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 présente. Et ouais, et cette fatigue, c'est ce mélange, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je crois, ce ressenti de mélange à la fois de physique parce que oui je dors pas, parce que oui je dois marcher beaucoup et descendre des étages et porter des enfants, et oui c'est aussi voilà, toutes ces émotions qui se mélangent et qui sont hyper intenses, de dire j'ai peur en fait qu'il leur arrive un truc, et ça prend beaucoup de place. Mais en hyper vigilance tout le temps. Oui. Et il faut faire à manger et puis il faut jouer avec eux, il faut être disponible pour eux. Enfin c'est trop en fait. C'est rigolo. Et toi dans tout ça, tu vois? Et toi? Quand est-ce que j'ai du temps pour moi? Et tu utilises cette expression que j'aime bien moi mettre en évidence à la fois chez moi hein, quand je le fais et quand je discute avec des amis ou avec des patients en consultation, c'est le il faut. Du coup, ce truc-là, il faut que je fasse à manger, il faut que je sois attentif à leurs besoins, et ça c'est pas moi, ça chez moi déjà dès qu'on me dit ça, je sens une espèce de poids sur mes épaules. Dès que je me dis ça, je sens que je m'enfonce dans la terre comme ça. Mais quand t'es hyper investi dans ton rôle, en fait, c'est que t'as tellement même toi tu te mets toute seule des il faut. Enfin moi c'est ce que je fais quoi, c'est j'ai des enfants, puis tu entends souvent t'as des enfants, tu les assumes hein. Ouais allez on les assume, ouais mais en fait c'est dur d'assumer des enfants, et c'est aussi génial que c'est fatigant, et on tellement la jolie maternité, c'est merveilleux d'avoir des enfants, et c'est vrai hein, j'enlève pas ça à la maternité, mais que du coup en fait en plus t'oses pas en parler
parce que direct tu te sens déjà toi tu te sens mauvaise mère en fait, donc t'as pas envie de dire aux gens à quel point bah tu te sens comme une merde. T'as pas envie de le dire et t'as pas envie de te le dire à toi-même parce que c'est très dur de le verbaliser et t'as envie d'être à la hauteur en fait parce que tu les aimes tellement tes enfants que tu peux pas en fait ne pas être à la hauteur pour eux. Et moi cette pression là enfin en fait t'as la pression de tous les côtés. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. D'ailleurs tout à l'heure tu disais tu sais que t'es en burn-out, en tout cas tu sais que ça va pas quand tu sens que t'es pas la mère que tu voudrais être. Et je crois qu'aussi il y a ce moment où il y a cette déconnexion à la fois avec ses propres émotions, avec ce qu'on a envie d'être, avec sa cognition, enfin la manière dont on a envie de réagir. Et puis même justement, et je crois que ce qui est particulièrement douloureux, en tout cas ce qu'il a été pour moi, c'est de sentir que je suis déconnectée d'eux en fait. De sentir que là, je peux plus être en empathie avec leurs émotions. Enfin, je peux plus les écouter. Voilà. Mais en fait, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, je crois que, enfin, mon sentiment de quand je suis en burn-out, c'est exactement ça. C'est le moment où tu déconnectes de toi d'eux et que tu passes en mode robot. Et le mode robot, c'est le mode survie, en fait. C'est à un moment donné, t'arrêtes de penser quitter ce que t'as besoin, machin. Mode robot. Activé, c'est parti. Mais du coup, ça peut faire un bulldozer, quoi. Tu rases tout sur ton passage parce que juste avancer, faire ce qu'il y a à faire. Et ouais, c'est vraiment ça. C'est quand tu te déconnectes, je crois. Quand tu te déconnectes de tout ça, t'es plus toi-même, en quelque sorte. Enfin, ça devient froid. Tu vois? C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est froid. Et en plus, du coup, ça rajoute une certaine culpabilité parce que c'est justement pas comme ça que tu veux être. C'est justement, tu veux être cette maman attentive, présente. Et du coup, bah, t'es tout l'inverse. Moi, je parle souvent d'un exemple, hein, quand ma fille, et c'est ce que tu disais, je pensais d'ailleurs aux parents avec des enfants à reflux ou avec d'autres problématiques quand tu parlais de ton deuxième, parce que du coup ma fille pareil a dormi reflux et dormi sur moi pendant plusieurs mois, donc voilà, le burn-out est arrivé à ce moment-là. Et je crois que je me rappelle d'un moment où elle pleurait à côté de moi, elle était en cododo et elle pleurait et je pouvais plus me relever. En fait, je l'entendais pleurer, j'arrivais plus à la prendre dans mes bras. Du coup, elle était là et ce moment de déconnexion là, ça a été le déclic chez moi de dire oula, attends, après, en tout cas, de dire, là, je l'entendais, elle est à côté de moi, d'habitude, je la serre contre moi, je la prends, et là, en fait, voilà, déconnexion totale. T'es vidé, il y a rien, il y a plus rien. Donc, des moments comme ça, il y en a eu, j'imagine qu'il y en a eu pour toi, et je trouve vraiment que tu les décris très justement dans cette BD. Souvent, ce que j'aime me demander, c'est si tu te rappelles d'un moment dans ta maternité où tu te sens qui te fait te sentir particulièrement coupable. Je sais pas. Alors là, en fait, j'ai tellement déconstruit tout ce truc d'être la mère parfaite que maintenant, je me sens plus coupable, en fait. Super. Je sais que, ouais, j'arrive à un stade où je me sens plus coupable parce qu'en fait, je sais que j'ai tout donné. J'ai même trop donné. J'ai fait le maximum et en fait, si tu veux, si à l'époque je culpabilisais, maintenant je me dis, mais en fait, de toute façon, t'aurais pas pu faire mieux. Donc je m'en veux pas et je suis hyper tolérante avec mon moi d'avant en me disant, t'as fait ce que t'as pu avec ce que t'avais et puis avec tes connaissances et ta situation, quoi. Mais ouais, donc si à la limite, je pense que les moments où tu gardes quand même un peu de culpabilité, c'est quand tu rentres un peu dans la violence, quand tu vois, quand tu commences à dire des trucs. J'aimerais ne pas en arriver là, bien sûr, mais je sais que si j'en arrive là, c'est pas vraiment de ma faute, quoi. Enfin, c'est compliqué ce que je dis parce que je veux pas légitimer le fait de commencer à crier sur ses enfants et tout, tu vois. Mais donc je dis pas qu'il faut faire ça, hein, et qu'il faut pas se sentir coupable et tout. Mais je me dis que je sais que dans ma tête c'était pas mon but, donc je m'en veux pas. C'est des moments où ça a été trop loin, quoi. Après, on dit souvent que voilà, on peut aussi effectivement, et tant mieux même, j'ai envie de dire, qu'on commette plein d'erreurs aussi en tant que parent, ça aide à mettre des mots, à expliquer, puis ça met une charge en moins sur les épaules de nos enfants, parce que s'ils avaient affaire à des mères parfaites, quelle image ils auraient de ce que doit être une mère plus tard pour eux. Donc tant mieux, mais il y a surtout se dire ok, est-ce que je vais réparer un peu, du coup justifier, réparer ce qui s'est, et en fait c'est un peu ce que t'es en train de faire aussi avec ce livre, non? Oui, du coup, cette BD, elle me permet vraiment d'expliquer mon point de vue et je pense que mes enfants pourront la lire. Tu vois, les plus grands, en tout cas, ils vont pouvoir la lire et comprendre peut-être pourquoi maman, des fois, ça va pas. Mais aussi quand ça arrive, en tout cas, quand ça arrivé les moments où je crie ou peut-être je vais dire quelque chose que j'ai pas envie de dire, je me suis toujours excusée, en fait, pour dire à mon enfant, à mes enfants,
là, cette situation, elle me met en colère, mais j'ai franchi les limites en fait, et c'est pas ok. Et je te présente mes excuses parce que je trouve aussi que c'est un exemple à montrer. Tu parlais d'exemple, et ouais, c'est hyper important de montrer l'exemple. Et ça aussi, c'est une chose auquel maintenant je fais attention, c'est de montrer que je suis pas parfaite, que c'est ok, parce que je veux pas que mes enfants essaient d'être des enfants parfaits, mais montrer qu'en tout cas, si on fait une bêtise ou si on se trompe, on peut s'excuser et réparer, et on grandit comme ça, quoi. Ok. D'ailleurs, quand tu parles là ouais, c'est ok de faire des erreurs. On parlait tout à l'heure des curseurs et du côté multifactoriel du burn-out. Moi, je crois que chez moi, en tout cas, et je le vois chez beaucoup de personnes, le côté, le versant perfectionniste, du coup, le curseur est un peu trop élevé à ce niveau-là. Et c'est certainement ce qui a fait que j'ai plongé. Est-ce que chez toi, c'est un truc qui te parle ou pas? Ah, mais complètement. Okay. Complètement. Le côté perfectionniste et le côté investi à 12 000%. Mais ça doit être dans le côté perfectionniste, parce que du coup, j'ai du mal à lâcher prise, et tu vois, j'en parle aussi dans la BD, parce que le but, c'est pas de culpabiliser. J'ai essayé en tout cas de ne culpabiliser personne. Ni la maman, ni le papa, parce que le papa, bah, il fait aussi lui ce qu'il peut, en fait. Ni l'entourage, ni la société. Enfin voilà, c'est comme on disait, c'est multifactoriel. Mais le côté perfectionniste et le côté 2000% fait que j'arrivais pas à lâcher prise. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et ne pas lâcher prise, c'est ne pas pouvoir passer le relais. C'est compliqué, quoi. Okay. Tu vois? Ouais. Ouais, on peut pas passer le relais parce que ce sera pas fait comme on voudrait que ce soit fait. Tu l'illustres, ouais, effectivement, dans le livre, du coup. Exactement. Donc c'est vraiment beaucoup de choses, et c'est la faute, je pense pas que ce soit la faute de quelqu'un, mais c'est vraiment un combo de tous ces trucs-là. Mais c'est important de mettre le doigt sur tout pour se dire, ok, encore une fois, tu vois, tout à l'heure on disait quand je penche d'un côté, bah peut-être de voir à quel endroit chez nous le curseur il est genre au plafond, et se dire, ah ok, il va peut-être falloir que sur ce curseur-là je travaille pour que je puisse baisser un peu. Ouais. Puis tu vois, moi j'essaie de me poser la question sur ce côté perfectionniste. Ça, j'y travaille depuis longtemps, parce que ça m'aide beaucoup. Mais de me dire, ok, moi mon but c'est quoi? C'est que cette telle chose soit faite. Est-ce que c'est très important qu'elle soit faite comme ça? Ou est-ce que ce qui est important, c'est qu'elle soit faite? À quel moment, et tout et tout. Et du coup, de me dire, ben, là, c'est pas moi qui le fais. C'est pas fait comme j'aurais voulu. Mais en fait, la finalité, c'est que le truc est fait. Donc, est-ce que je peux pas lâcher prise sur ce truc-là et pas être sur le dos de mon mari, par exemple, ou de mes enfants, ou de la nounou? Enfin, tu vois, quelles sont mes limites? Sur quoi je peux lâcher? Et c'est bien de dire ça. Ouais. Quelle est la finalité? J'attends quoi, en fait? Ouais, ça veut dire aussi que je sais quelles sont mes priorités, les choses hyper importantes, les choses sur lesquelles je veux pas lâcher, et il faut pas que ce soit tout. Il faut qu'il y ait certaines choses peut-être sur lesquelles comme ça, parce que sinon, en fait, le problème c'est quand je veux que tout, je peux pas avoir mon énergie partout. Du coup. Et tu vois, je reprends un exemple. Alors ça, c'est vraiment un exemple de moi, la jeune maman d'il y a 13 ans. Mais par exemple, un papa qui voudrait faire le bain du bébé. Est-ce qu'en tant que maman, tu dois être sur son dos et lui dire qu'il faut faire comme ci, comme ça? Est-ce qu'on peut pas lui laisser la place aussi d'apprendre? Et encore une fois, les papas, c'est à eux de s'investir et tout. Mais des fois, moi en tout cas, j'ai eu du mal à laisser la place parfois. Parce que, oh, tu le laves pas très bien. Mais on s'en fout, en fait. Ton bébé, il est lavé, puis c'est aussi son bébé. Et pourquoi est-ce que c'est toi qui as l'ultime bonne façon de faire, tu vois? Ouais. Et ça, c'est un truc sur lequel, et j'y tenais à en parler aussi dans la BD, de dire, c'est important aussi de laisser la place à l'autre. On a besoin qu'il prenne la place, mais est-ce qu'on lui laisse vraiment? Ouais, clairement, je crois que c'est important. C'est important de l'observer quand on est en capacité de le faire. Hein. Peut-être pas, des fois, quand on est sous l'eau, on n'y arrive peut-être pas, mais effectivement, de l'observer et de se dire, ah tiens, là, si peut-être que c'est là, je vais baisser un peu, quoi. Je vais laisser faire. C'est ça. Et du coup, je te demandais, donc voilà, il n'y a pas de choses qui ressort, et tant mieux, pas spécialement, sauf ces moments où peut-être la voix a été montée, mais est-ce qu'il y a à l'inverse, des moments, en tout cas un moment, qui te fait te sentir particulièrement fière depuis que t'es devenue maman? Alors, je sais pas si c'est vraiment la question que tu me poses, mais je suis très très fière de mes enfants quand ils m'expriment leur mécontentement. Et quand je mets des gros guillemets, mais quand ils se rebellent. Et là, je me dis, là, j'ai tout réussi, parce que justement, je cherche pas à avoir des enfants qui obéissent bêtement.
Et quand mes enfants, ils me font des trucs comme ça, alors c'est hyper dur à gérer parce qu'en fait, émotionnellement, des fois, t'es fatigué, t'as pas envie de gérer ces genres de trucs. Mais quand ils se rebellent et qu'ils t'expliquent, eux, dans leur petite bouche d'enfant, que, en fait, bah non, ils ont pas envie de faire ça parce que c'est incohérent ou que machin, je me dis, bah là, j'ai tout gagné parce qu'en fait, ce que je veux, c'est les élever de manière à ce qu'ils respectent les autres, mais qu'ils se respectent eux-mêmes. Et je suis fière d'eux quand ils m'expriment leur mécontentement, même si c'est pas ce que je voulais. Je me dis, bah, c'est bien là, tu les as bien guidés dans la vie, tu vois. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que toi-même tu leur montres certainement pour qu'ils en arrivent à ça? Tu t'autorises finalement à dire quand t'es pas contente, pas d'accord? Ouais, maintenant je le verbalise beaucoup plus, tu vois, de dire là je suis fatiguée, si on continue ça, je vais péter un plomb, donc je vous dis je suis fatiguée ou telle chose. Ouais, on s'exprime beaucoup, on en discute beaucoup. Et je me dis aussi que du coup, même si je crie parfois, même si je pète les plombs parfois, enfin beaucoup plus avant que maintenant, mais je me dis que finalement j'ai quand même réussi à leur laisser leur place dans la parole, en tout cas dans qui ils sont. Je les ai pas étouffés par ma personnalité. Quand je vois qu'ils réussissent à être comme ça, en tout cas qu'ils ont la place pour ça, mais je suis tellement fière, mais c'est trop bien. Là, c'est cool. Tu dirais que ta maternité, de quelle manière est-ce qu'elle est venue impacter l'estime que tu te portes? Est-ce qu'elle est venue la faire grandir, cette valeur que tu t'accordes, ou est-ce qu'au contraire, elle est venue l'entacher? Je crois que je saurais pas trop te dire. Un peu des deux, j'imagine, ouais. Ok. Parfois, mais je pense que quoi qu'il en soit, ça m'a fait énormément grandir et si tu veux, toutes les choses sur lesquelles j'ai galéré m'ont permis de grandir et de me dire, bah, je suis meilleure. Et tu vois, je bénis ce burn-out parce qu'en fait, s'il n'était pas arrivé, je serais restée la maman du petit enfant meuble et du coup, la maman qui ne comprend pas pourquoi. Ah, mais toi, ton enfant pleure, mais tu dois sûrement pas faire cette telle chose. J'aurais été tellement jugeante. Et je suis contente d'avoir vécu ça parce que ça me rend meilleure. Tu en parles assez justement aussi, parce que pour moi, quand on te parle de jugement, ça fait forcément écho avec les réseaux sociaux, et tu en parlais tout à l'heure, et tu en parles, oui. Et tu en parles dans le livre, en mettant, voilà, qu'est-ce que je vois sur les réseaux, qu'est-ce que Maddy est en train d'observer, et qu'est-ce que ça fait sur elle, quoi, du coup. Et tu sais, quand je dis jugement, c'est pas forcément quelque chose de négatif, en fait, parce que souvent les jugements, j'ai l'impression que ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais d'une incompréhension. Bah, pourquoi elle ça marche pas alors que moi je m'en sors très bien, quoi. Ou le contraire, pourquoi elle ça marche alors que moi j'y arrive pas. Mais en tout cas, une personne qui va juger l'autre, j'ai l'impression que c'est souvent de l'incompréhension ou le besoin de s'auto-valider et les réseaux sociaux, ouais, c'est terrible pour ça, quoi. Ouais, dans parce les deux que sens. Ça aide, en fait, il y a le regard à un instant T et le regard dans un angle précis, en fait, du coup. Donc, oui. C'est ça, en fait. J'ai pas toutes les cartes en main, je comprends pas pourquoi moi ça marche pas, alors que, en fait, encore une fois, multifactoriel, tout est multifactoriel, et je ne vois qu'une chose, en fait, et je vois pas que son bébé est un bébé meuble qui n'a pas de besoin oui, c'est ça. et qui n'a pas autant besoin des bras que le mien, et que du coup, peut-être déjà il y a ça, et que peut-être elle a du soutien, elle accepte, et elle a du soutien à côté, et qu'elle a des gens pour l'aider à un autre moment que je ne vois pas, que peut-être elle n'a pas le même degré d'exigence que j'ai. Ou peut-être qu'en fait là ça va, elle avait trop envie de le partager, mais qu'en fait il y a des moments dans sa vie où ça va pas, tu vois, on n'a pas on n'a pas tout. Et je trouve que les réseaux sociaux, moi à mon époque, c'était vachement difficile. Enfin à l'époque de mon deuxième enfant. Et je trouve que ces temps-ci, en tout cas ces derniers mois, ces dernières années, la parole se libère tellement, et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc en fait, les réseaux sociaux, c'est pas que négatif. Non. Je trouve que c'est à nous aussi de choisir qui on suit, les comptes qui nous font du bien, et quelqu'un qui va bien, qui est heureux dans sa vie et qui est feel good. On peut pas lui nous ça nous fait du mal parce que ça nous renvoie à notre galère, mais on peut pas lui en vouloir parce que moi j'aime bien aussi me faire influencer par des gens qui sont optimistes, tu vois. Mais je pense qu'on peut sans problème s'abonner, se désabonner, et en fait en fonction de ce dont on a besoin, voir ce qu'on va aller voir sur les réseaux sociaux, tu vois. Clairement. Et si à un moment donné ce compte-là il est difficile pour moi à voir, et c'est pas de la faute du compte forcément, eh ben je vais peut-être prendre du recul et aller voir des comptes qui me parlent le plus, quoi, tu vois. Ouais. À nous de nous nourrir aussi de ce dont on a besoin. Ouais, je crois que c'est hyper important ce que tu dis. Je crois que c'est important de se rappeler que c'est pas parce que voilà, je suis telle personne que ça veut dire que
Ou à l'inverse, je me désabonne de son compte, ça veut pas dire que j'aime pas cette personne ou c'est juste que là, c'est pas le bon moment en fait. Pour X raisons, pour moi, c'est pas le bon moment. Je reprends un exemple très très concret, c'est le maternage. J'ai eu besoin en tant que jeune maman d'aller chercher ces infos, de savoir comment fonctionne un bébé, quels sont ses besoins, ce que je lui apporte, comment dans le cerveau ça fonctionne. Et j'ai eu besoin de ces connaissances-là, tout comme c'est important qu'on parle des violences éducatives ordinaires faites aux enfants pour connaître en fait. Par contre, il y a un moment où j'ai eu toutes ces informations et j'ai suffisamment de connaissances, et quand j'ai continué d'en amener, ça a basculé, et c'est là où ça a commencé à m'oppresser parce que maternage, faut pas faire pleurer les bébés, nanani nanana. Je le savais déjà, mais ça continuait de m'oppresser. Et une fois que j'ai eu ces connaissances-là, à mon sens, peut-être que j'aurais dû prendre du recul sur tous ces comptes-là en me disant, ok, je sais ce que je dois savoir. Maintenant, par contre, je vais faire ce que je peux dans ma vie, tout en ayant conscience de ça et pas me laisser opprimer par ce truc-là. Et pour autant, tu vois, ces comptes-là, c'est important qu'ils soient là. Oui, parce qu'il y a des parents qui ont besoin de déconstruire, qui ont besoin d'avoir ces connaissances. Donc, c'est à nous aussi de jauger. C'est pour ça que c'est important de se connecter à ce qu'on ressent. Tu sais, tu disais, voilà, tout à l'heure, quand ça me culpabilise. Mais pour ça, il faut déjà que je sente qu'à l'intérieur de moi, je ressens cette émotion-là, en fait, que je suis en train de ressentir ça. Parce que c'est peut-être pas le message qui est culpabilisant, en fait. C'est ce que ça évoque chez moi, en fait. C'est ce que je suis en train de me dire. Donc, si je ressens cette émotion, alors là, voilà, il faut peut-être que je comprenne pourquoi, déjà, je suis en train, voilà. Et que du coup, pour l'instant, je suis peut-être pas en mesure de comprendre pourquoi, mais que du coup, je prenne de la distance. Tous les comptes sont pas bienveillants, donc faut faire attention aussi de quoi on se nourrit, mais il y a des comptes qui sont très bienveillants et qui, juste comme tu dis, c'est juste pas le moment pour nous dans notre vie en fait. Moi, j'aimerais te poser une dernière question. Et justement, il n'est pas question que tu donnes un conseil, parce que j'aime pas spécialement... tu me parlais de comptes et de réseaux sociaux, j'aime pas trop les gens qui veulent donner des conseils, parce que ça veut dire qu'ils auraient le savoir et qu'ils sauraient exactement ce qu'il faut. Et ça, en général, c'est intéressant d'observer les gens qui sont toujours dans le conseil et de peut-être s'en détacher. Mais j'aimerais que tu puisses donner que tu puisses avoir une pensée, du coup. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des futurs parents, des nouveaux parents ou des parents qui sentent là qu'ils sont en train de perdre pied? Eh ben, faites ce que vous pouvez et c'est bien suffisant en fait. Enfin, on peut donner quand nous on est solide. On peut donner dans le temps aussi. C'est une jolie conclusion. Eh ben merci à toi d'être venu te livrer, nous parler de ton histoire et de ce qui t'a mené à l'écriture de ce livre. D'ailleurs, si on veut continuer d'échanger avec toi, où est-ce qu'on te retrouve? Principalement sur Instagram, sur le compte Sévanie et compagnie. Ça marche. Eh bien, avec plaisir. Merci encore. Merci à toi. Si cet échange vous a inspiré, si vous avez aimé nous écouter, et si le cœur vous en dit, alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout et à très bientôt sur Estimez-vous.